Bien le bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Poste Thiaroye, des indésirables refusent catégoriquement de lever l'encre des mécaniciens que les résidents soupçonnent d'être les auteurs des cas de viol, vol et agression qui sèment la terreur à Thiaroye-Lamsar. Suppression du Sénat, là-dedans, des travailleurs contre le président de la République Macky Sall. Il demande un redéploiement à l'Assemblée nationale. Déclaration de politique générale après le discours, les actes, du moins l'attente des actes. Les sinistrés de Djida Thiaroye Kao veulent une solution définitive aux inondations. Abdoul Mbaye a pointé la régression de la croissance économique. Pour redresser la barre, il faudrait booster le secteur agricole. C'est du moins l'avis d'économistes en fin d'édition. Seydi Ababacar Dieng nous éclaire. Bonsoir à tous. La décision du chef de l'État Macky Sall de supprimer le Sénat irrite vivement les travailleurs de l'institution, donc de la Sénat. Il demande au chef de l'État de rectifier le tir en les redéployant au niveau de l'Assemblée nationale. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, porte ce combat, un combat de 51 employés. Le secrétaire général avec Marie-Christine Mendy, Cheikh Diop, était à l'Assemblée générale tenue ce matin. En tant que citoyens, nous approuvons parfaitement cette décision de M. le Président de la République. En tant que syndicat, notre position est la suivante. Nous voulons, une fois la loi votée et promulguée et que le Sénat supprimé, que les travailleurs du Sénat, qui sont au nombre de 51 travailleurs bénéficiant l'Assemblée. Mais nous ne faisons pas une fixation à l'Assemblée. Pourvu que ces travailleurs soient redéployés, la pérennité de leur emploi assurée et des perspectives de carrière garanties. C'est ça la position officielle de la centrale et des travailleurs. Poste Thiaroye, les mécaniciens des alentours sont indésirables, c'est le sentiment des résidents. Ils ne comptent pas se laisser faire et opposent un niet catégorique. Pas question pour eux de lever l'encre. Les habitants de Thiaroye-Lamsar leur prêtent en effet les cas de vol et d'agression enregistrés dans ce quartier. Ibou Diouf et Fatou Bintou Konté. Le réveil n'a pas été des meilleurs pour les mécaniciens établis au poste de Thiaroye. Les populations les accusent de favoriser l'insécurité à Thiaroye-Lamsar. Auparavant, l'APIX nous avait sommé de quitter les lieux. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas été dédommagés. Voilà que les habitants de Thiaroye-Lamsar veulent nous déguerpir. Les populations qui sont à côté de nous sont en train de nous mener la vie difficile. Il y a des milliers de pères de famille qui vivent ici. Ils dépendent d'ici. Donc aujourd'hui, ils sont allés voir les militaires, ils ont dit du n'importe quoi. Ils sont venus nous harceler de toutes parts. Et qu'aujourd'hui, bon, nous n'avons plus de solution. Et nous sommes des citoyens, il y a des milliers d'enfants qui sont là. Pour éviter la délinquance juvénile, on les amène ici pour qu'ils travaillent ici. Les mécaniciens n'exercent pas seuls sur les lieux. Cette restauratrice, établie ici depuis plus de 15 ans, est aussi prévenue. On a fait juste 6 à 7 mois et ces habitants de Lamsar veulent qu'on déguerpisse. Or, tout ce qu'ils nous accusent n'est pas vrai. À chaque fois qu'on descend, on ne laisse ici que le gardien. Opposés à toute occupation irrégulière de leur espace public, les habitants de Thiaroye-Lamsar se disent déterminés à déguerpir ces occupants dans les plus brefs délais. Si l'autoroute passe, Lamsar sera enclavé. Donc il n'y aura pas d'infrastructure. C'est pour cela que nous, habitants de Thiaroye-Lamsar, on s'est levé, on a créé un collectif. Et ce collectif a réuni toutes les couches de la population, imams, délégués quartier, donc comment dire, ASC, vieux, jeunes, toutes les couches se sont rassemblées pour dire vraiment non à l'occupation de cet espace. Donc, et on avait même décidé de les déloger, mais sans violence. Ces mécaniciens ne comptent pas évacuer les lieux tant que le site de recasement promis à Sendou n'est pas viabilisé.
La Banque africaine de développement, la BAD, qui tend la main au Sénégal, ce pour la promotion de l'emploi. La BAD s'engage donc à financer des secteurs susceptibles de faciliter l'accès au travail aux jeunes et aux femmes. Le président de la banque a été reçu par le chef de l'État. C'était ce matin. Donald Kaberuka s'est dit par ailleurs préoccupé par la situation au Mali, une situation qui secoue la sous-région. Écoutez-le. Vous savez, la coopération avec le Sénégal est très dense dans tous les domaines. Et vous qui vivez à Dakar, vous voyez ce qu'on a fait dans ce pays au niveau des infrastructures, de l'agriculture, du développement humain. C'est pourquoi notre bureau régional est d'ailleurs ici à Dakar. Mais avec le président, surtout, on a parlé de l'impératif de la création de l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. La région d'Afrique de l'Ouest actuellement traverse une situation assez difficile, vu la crise au Mali. Et le Mali, c'est un pays voisin du Sénégal. Et évidemment l'impact économique de tout cela. Et donc j'étais ravi de tous les conseils que M. le Président m'a donnés ce matin. Voilà donc l'essentiel de notre discussion. La déclaration de politique générale du chef du gouvernement hier, le calvaire des inondations a occupé une bonne place dans le speech de Abdoul Mbaye à Djiddah Thiaroye Kao. Les populations s'en réjouissent mais attendent que les autorités traduisent leur programme en actes concrets. Regardez. Dans ce site de recasement de Djiddah Thiaroye Kao, le discours de politique générale du Premier ministre Abdoul Mbaye est passé inaperçu. La majorité des sinistrés rencontrés avouent ne l'avoir pas écouté à la radio ni suivi à la télévision. Non, je n'ai pas suivi le discours car nous n'avons pas de télévision ici. Nous sommes des sinistrés. On est là en attendant une solution à notre sort. Je n'ai pas de télé ni de radio. C'est pourquoi je n'ai pas entendu le discours de Abdoul Mbaye. Non, je n'ai pas écouté. Sincèrement, je n'ai rien entendu de ce discours. Pour ces sinistrés, le temps du discours est révolu. L'État doit poser des actes concrets pour les sortir de cette situation. Les discours, franchement, ce sont les mêmes discours, en fait, véritablement, qu'on nous a transmis avec Abdoulaye Wade. La volonté politique a été toujours manifestée par le discours, mais dans la réalisation, dans l'application, véritablement, c'est là qu'on attend, en fait, donc, le Premier ministre Abdoul Mbaye. Bon, c'est parce que c'est très facile d'afficher, donc, véritablement, la volonté. Mais en fait, véritablement, aujourd'hui, les familles sont fatiguées, les populations de la banlieue sont fatiguées. Je veux bien qu'on nous aide à avoir un toit. C'est bien beau d'être logé dans cette école, nourri gratuitement. Nous voulons un toit car depuis 2005, nous vivons avec l'eau des inondations. D'ailleurs, d'aucuns pointent un doigt accusateur à certaines autorités de vouloir s'enrichir sur leur dos. On a comme l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les inondations disparaissent au Sénégal. Parce que certains vivent des inondations. Il y a même des leaders politiques qui ont été faits par les inondations, ça on le sait. Si les gens parlent d'audit du plan Jaxaay, d'audit donc du plan Orsec, c'est parce qu'effectivement ils ont constaté qu'il y a des manquements graves. Et par conséquent, un État responsable doit véritablement auditer et donc véritablement mettre tout cela au clair pour que les gens ne vivent pas des souffrances donc des autres. Si le problème des inondations occupe une place primordiale dans le discours d'Abdoul Mbaye, les sinistrés attendent toujours une solution définitive à leurs problèmes. Et puis nous restons dans ce chapitre pour parler des invectives de Abdoulaye Mokhtar Diop contre les Sénégalais naturalisés à l'étranger. Le député non aligné les traite de renégats. Il a particulièrement visé le ministre de la Communication à l'occasion de cette déclaration de politique générale. Il estime qu'Abdoulo ne devrait pas de ce fait occuper un poste de ministre au Sénégal, son pays d'origine. Les spécialistes du droit remettent les choses à l'endroit face à cet argument bien loin donc d'être fondé à leur avis. Alioune Badara Diagne et Cheikh Abdou Khadr Mbacké Seck. Le code de la nationalité au Sénégal n'accepte pas la double nationalité. L'État du Sénégal n'accepte pas l'allégeance à deux États. Et le code de la nationalité est très clair. Tout Sénégalais majeur qui prend une autre nationalité perd automatiquement sa nationalité sénégalaise. La deuxième chose,
c'est que l'article 16 dit qu'un étranger qui prend la nationalité sénégalaise ne peut pas exercer dans la fonction publique et ne pas être élu. Voilà un débat qui s'est invité à l'occasion de la déclaration de politique générale du Premier ministre. La question d'une probable perte de nationalité du ministre de la Communication Abolo l'interdit d'exercer sa profession ministérielle selon certains députés. Mais cette thèse est battue en brèche. Je ne vois pas dans la Constitution, dans le titre qui est réservé, le titre 4 qui est réservé au gouvernement, je ne vois aucune disposition faisant état de la nationalité exclusive sénégalaise. La seule disposition pour ce qui est du pouvoir exécutif, elle est relative au président de la République et c'est l'article 28 que nous connaissons. Pour être candidat même à la présidence de la République, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. La perte n'est pas automatique. Il faut que l'acquisition d'une nationalité étrangère soit le fait volontaire, procède de la volonté de l'intéressé. Même si les deux points de vue sont différents, la polémique reste toute entière. Au cours de la déclaration de politique générale de Abdoul Mbaye, la régression de la croissance économique au Sénégal. La dette publique est passée de 1023 milliards en 2006 à 2704 milliards en 2011. Les propositions de certains économistes boostaient le secteur agricole pour justement inverser la tendance. Alioune Diagne et Louise Sarr. L'encours de la dette publique a occupé une place importante dans la déclaration de la politique générale du Premier ministre Abdoul Mbaye. De 1023 milliards en 2006, la dette est passée de 2704 milliards selon le chef du gouvernement. Sur les raisons de ce déséquilibre, les économistes expliquent. À partir de 2006, le Sénégal a beaucoup investi sur les infrastructures. Avec l'organisation du sommet de l'OCI, il y a beaucoup de dépenses publiques en ce qui concerne les infrastructures. On peut dire que les dépenses sur les investissements routiers avaient des coûts extrêmement chers, extrêmement élevés, que le Sénégal va supporter. Le gouvernement s'attelle aux questions urgentes, parmi elles la gestion des inondations. Mais ce procédé ralentirait l'évolution de l'économie nationale. Il est important de comprendre que depuis 10 ans maintenant, le Sénégal est en train d'évoluer sans une véritable politique agricole. C'est des programmes qui sont élaborés, des programmes à la va-vite. Vous avez le plan REVA, vous avez le plan Goana et autant d'autres plans. Pour vous dire qu'en réalité, une économie ne se construit pas sur la base en réalité des plans du jour au lendemain. Un programme global doit être défini dans les 5 ans. Il est inconcevable qu'en réalité, qu'un pays comme le Sénégal continue à importer l'essentiel de sa nourriture. Pour atteindre une croissance économique de 3,9% en 2012, le Premier ministre compte sur une reprise de la production agricole. Mais les économistes estiment qu'il faudrait baisser les importations et établir un plan définitif pour l'agriculture. Il est important que le gouvernement puisse mobiliser des fonds pour aider ces gens-là. Ça, c'est les problèmes dans le court terme. Comment faire pour recaser en réalité ces sinistrés? Quel est le financement qu'il faudra mettre en place pour aider ces sinistrés à trouver des logements? Ça, c'est les conditions dans le court terme. Mais dans le moyen et long terme, l'objectif étant en réalité de caser ces populations dans des endroits qui ne sont plus, en tout cas, soumis à des inondations. Beaucoup de mesures annoncées lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Pour la réduction du taux de chômage et de pauvreté, les économistes interrogés insistent sur la réalisation immédiate des projets liés à l'agriculture. L'économiste Seydi Ababacar Dieng sera avec nous en fin d'édition. Et puis la satisfaction des ministres des Infrastructures, de l'Éducation et puis de la Culture et du Tourisme, entre autres. La teneur et les perspectives du programme dressé par leurs patrons les motivent davantage dans leurs missions respectives. Réaction recueillie par Pafal et Chérif Dia. Il a parlé des infrastructures comme il a parlé du transport. Les infrastructures étant aujourd'hui un socle de développement économique et social, il a plus que compris ce que cela valait de les réaliser et il a promis ici et devant le peuple sénégalais que nous allons dérouler donc ce programme-là, mais suivant un ordre de priorité. Comme ça a été dit dans Yono Yokote, le fameux nouvel ordre de priorité. Pour l'éducation nationale, je pense que l'ensemble des députés ont été d'accord pour reconnaître que le gouvernement, en sauvant l'année scolaire,
entamant des négociations, en faisant les examens, que c'est une grande réussite et que le gouvernement continuera à discuter, comme l'a dit le Premier ministre, dans le cadre des Assises nationales de l'éducation, et que la rentrée se fera dans les meilleures conditions. Je pense que globalement, parce que nous voulons la concertation. Au-delà des négociations qui se feront autour des revendications qui ont été émises, le gouvernement fera des assises nationales pour qu'ensemble nous ayons un tableau de bord qui nous permettra d'avoir un espace scolaire pacifié pour des années et des années, parce que le peuple en a besoin. Nous voulons aller vers la modernisation de l'école. Si aujourd'hui c'est réaffirmé encore par le chef du gouvernement, c'est une vision du président de la République, effectivement nous allons dérouler. Le jour venu, le jour viendra où on viendra ici avec notre feuille de route de la politique sectorielle dans le cadre du tourisme. Et je crois que nous pouvons compter, espérer que le tourisme va être un vecteur de développement. Les journalistes, quant à eux, ont couvert l'événement dans des conditions assez inconfortables, souligne-t-il. Nos confrères ont en effet disposé d'un box d'une vingtaine de places alors qu'ils étaient au moins au nombre de 100 journalistes. Voici le tableau signé Alioune Diagne et Adi Atala. Chaque session à l'Assemblée nationale est un marathon et un casse-tête pour les journalistes. C'est la croix et la bannière pour avoir une place dans le box qui leur est réservé. Une situation qui ne facilite pas le travail. Ce que la presse est en train de vivre ici, je pense que c'est pour la première fois, parce qu'on ne peut pas prendre un seul box réservé au moins à une centaine de journalistes. Des gens, il y a la télé, il y a des gens de la presse écrite, les gens de la radio, et au moins, le box est tellement étroit, les gens n'arrivent pas à travailler dans de bonnes conditions. Je pense que l'Assemblée gagnerait à avoir plus de visibilité, d'étendre ses locaux, puisque ce bâtiment, quelque majestueux qu'il soit, ne répond plus exactement aux normes et aux conditions de travail adéquates pour les journalistes. À cause de l'étroitesse du box de la presse, les reporters photographes sont obligés de faire des pieds et des mains pour fixer leur objectif. D'autres journalistes sont contraints de rejoindre le palier réservé au public. Très difficile. Parce qu'on nous a interdit beaucoup d'assez. On est obligé de se raccommoder avec les journalistes. C'est très difficile de travailler, très difficile. Nous bousculent de dire dégagez, vous ne devez pas rester là, dégagez. Tu es obligé de quitter. Mais c'est la continuité toujours. Un journaliste, c'est vrai, ne doit pas résigner d'être en contact direct avec les populations, mais ce n'est pas sa place d'être parmi eux. Ça ne facilite pas du tout les conditions de travail. On a été obligé de montrer en haut pour occuper certaines places réservées au public. Ce qui veut dire que cet hémicycle qui date d'au moins de plus de 50 ans ne répond plus véritablement aux conditions de travail ou aux normes techniques pour en tout cas la presse qui s'est extrêmement développée. Je pense qu'à l'avenir peut-être il faudrait au moins réserver au moins 2 à 3 box aux journalistes qui viennent en masse pour couvrir ces genres de manifestations. Parce que là, il y a des gens qui sont là pour faire des directs. La télé, la radio, tout ça. Et je me demande comment ces gens-là vont faire ce travail-là parce qu'il y a des gens qui entrent d'autres sortes et déjà ça peut perturber. Il y a quand même vraiment des choses à rectifier. Au moment où les journalistes de la presse privée particulièrement se bousculent pour trouver un siège dans l'hémicycle, ceux du public font leur travail dans les meilleures conditions. Certains sont allés jusqu'à se demander à quand la fin des privilèges. Arietala, merci. La page des sports également concerne où la DPG également. Effectivement, Khalifa Diakhaté, nous restons avec Abdoul Mbaye et sa DPG, sa déclaration de politique générale avec le sport scolaire et universitaire pour redynamiser ce secteur. Et cela passe par des infrastructures selon le secrétaire général de l'UASU. Léopold Germain Senghor rappelle aux autorités qu'une réforme a été introduite. Reste à assurer le suivi entre le ministère des Sports et l'Éducation nationale. C'est une bonne chose que le Premier ministre, à travers son gouvernement, puisse penser qu'il faudrait redynamiser le sport à l'école et dans les universités. Je pense que depuis quelque temps, on se bat pour que cela soit une réalité. Si au niveau de l'école, le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation ont pu signer un protocole de partenariat dans le cadre de la relance et de la redynamisation du sport à l'école. Il faudrait peut-être assurer le suivi parce que c'est ça qui manque. Parce que jusque-là, depuis la signature de ce document, il n'y a pas de compétition au niveau des établissements scolaires. Même si au niveau universitaire, il y a un satisfecit moyen. En tout cas, les compétitions se déroulent normalement.
mais il faudrait aller beaucoup plus loin, notamment la mise à disposition de moyens, la construction d'infrastructures sportives dans les écoles, parce que c'est un réel manque. Si vous parcourez les établissements scolaires, vous ne verrez pas d'infrastructures sportives de qualité. Au-delà de tout cela, il faudrait peut-être mettre un cadre juridique qui devrait permettre en tout cas une bonne gestion du sport scolaire. Toujours avec la DPG, cette fois-ci la violence dans le sport, particulièrement les stades. Niary Tally, l'ASC Niary Tally va soutenir l'État dans sa volonté d'éradiquer ce fléau. Le président de la commission sportive de l'ASC Niary Tally. Le ministre, ça nous droit au cœur, parce que c'est un acte noble. On attendait ça d'eux. Ils l'ont dit. S'ils le concrétisent, les gens vont s'en réjouir. Je pense que ce qu'il a dit, c'est tellement important sur le plan sportif. Sur le plan sportif. Les gens les tendaient la main, ils disent qu'ils viendront en appui. Ça, tout le monde va s'en réjouir. Pour rééquilibrer la violence, je pense que c'est normal. Si les gens vous soutiennent et que vous donnent beaucoup de moyens, et que vous donne aussi la possibilité de s'organiser, je pense que tout le monde s'y adhère, quoi. Propos recueillis au stade Demba Diop par Saher Insa Diop. Nous restons dans ce stade avec une cure de jouvence donc pour Demba Diop les 13 et 14 septembre prochains. En effet, la section féminine du 12e Gaïndé organise jeudi et vendredi des journées de nettoiement. Et cela coïncide avec samedi prochain avec la finale de la Coupe de la Ligue. C'est une initiative, rappelons-le, de la présidente Fatou Sembène. Nous allons suivre Malik Thiam. Lui, c'est le vice-président de la Ligue de Dakar. Constat que depuis plusieurs années d'ailleurs, que le stade n'a jamais fait l'objet d'un lifting, n'a jamais fait l'objet d'un nettoyage. Donc nous avons constaté que depuis aussi quelques temps, la FIFA, aussi bien que la CAF, nous ont interdit formellement d'organiser des rencontres internationales ici à Demba Diop. Et nous aussi, nous avons promis de faire le suivi. C'est-à-dire que voir après avec nos autres partenaires, nos relations, de voir comment faire avec Ageroute par exemple le parking, pour voir au moins avoir ces sponsors pour qu'ils puissent au moins participer au développement de notre cadre sportif. C'est le jeudi 13 et vendredi 14 à partir de 9h. Toujours avec le foot, et c'est pour terminer, la zone Europe qui joue la deuxième journée des qualifications à la Coupe du Monde. À la mi-temps, France-Biélorussie 0 partout. L'Angleterre sur son terrain est menée au score par l'Ukraine 1-0. L'Italie qui mène devant Malte par 1-0. La Russie écrase Israël 4-0. L'Espagne sur le fil bat la Géorgie 1-0. Les champions du monde et d'Europe ont marqué à 4 minutes de la fin. Les Pays-Bas en déplacement mènent devant les Hongrois 3-1. L'Allemagne qui mène également en déplacement en Autriche 2-1. C'était là l'essentiel pour les sports. Khalifa Diakhaté. Abdoulader, merci. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Seydi Ababakar Dieng, il est économiste donc, et nous parlons ce soir de la déclaration de politique générale en ce qui concerne justement son domaine, l'économie. Vous le savez, le Premier ministre Abdoul Mbaye a pointé ce qu'on peut appeler une régression de la croissance économique. Seydi Ababakar Dieng, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, ce point précis, qu'est-ce qui a amené le Sénégal justement à alourdir sa dette publique de 1023 à un peu plus du double justement? Oui, en fait, il se trouve que sur la période 2006-2011, le pourcentage de dette par rapport au PIB est passé de 20% environ à un peu plus de 40%. Oui. Et par conséquent, en fait, ça montre en fait sur cette période-là le caractère dispendieux de l'État du Sénégal, mais certaines dépenses en tout cas, notamment les dépenses en infrastructure, c'est justifié tout de même, puisqu'on a besoin en fait d'infrastructures de qualité pour promouvoir le développement à moyen et long terme. Donc de toute façon, ces dépenses étaient justifiées. Peut-être qu'il y a aussi d'autres dépenses qui n'étaient
été peut-être pas plus ou moins justifiées, que l'on peut peut-être justifier. Mais en tout cas, en ce qui concerne les infrastructures, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et justement, pour redresser la barre, il propose justement de booster l'agriculture. Mais dans quelle mesure est-ce possible ? Oui, vous savez, l'agriculture en fait est un secteur prépondérant de nos activités économiques en général en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Et par conséquent, il se trouve que ce secteur n'est pas vraiment aussi productif que ce que l'on devrait attendre de lui. Et il se pose en fait un problème de productivité de ce secteur. Mais je pense que si on met les moyens qu'il faut, et motiver aussi les jeunes par une formation de qualité, moi je pense qu'on pourrait quand même relever le défi. Très bien. Et les moyens tourneraient autour de quoi ? Bon, en fait, spécialement, j'ai pas fait de... Les moyens, en fait, c'est surtout des moyens en fait, financiers, ça c'est incontournable, mais aussi des moyens en termes de formation. Parce qu'en fait, pour avoir une agriculture de qualité, il faut quand même des ressources humaines très très bien formées. Et du coup, quand on parle de booster l'agriculture, c'est aussi la moderniser en quelque sorte. Et moderniser l'agriculture appelle forcément cette question de l'énergie. N'est-ce pas un préalable assez incontournable ? Oui, évidemment, puisqu'en effet, comme nos économies s'appuient davantage sur l'appui, alors que comme tout le monde le sait, c'est relativement erratique, quoi. Ça fluctue en fait d'une saison à l'autre, donc on ne peut quand même tout de même pas se baser sur cette fluctuation pour promouvoir notre développement. Donc il va falloir trouver d'autres moyens beaucoup plus adéquats. Et pour ce faire, donc notamment l'irrigation, etc., d'autres formes d'agriculture, donc nécessaire en fait, imposent naturellement le recours de manière intense quand même à l'énergie. Et plus précisément la modernisation justement de ce secteur. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant justement ? Oui, il faut mettre en avant d'abord l'électrification, c'est un secteur clé pour notre richesse nationale, donc c'est évident qu'on doit quand même mettre les moyens là-dessus. Ça c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est mettre en place des infrastructures aussi de bonne qualité pour promouvoir ce secteur-là. Et je pense à cet avis, comme je l'avais tout à l'heure signalé dans l'édition en Wolof, je pense que si la coopération est incontournable. Je pense qu'il faut voir avec les pays qui ont eu en fait des résultats très très performants dans ce cadre-là. Je pense qu'il faut les inviter aussi, les associer à nos différents projets. Il s'agit notamment de l'Inde, du Brésil, d'Israël plutôt. Et je pense que ces pays-là, la Chine même aussi, je pense que ces pays-là peuvent aussi nous être d'un grand secours. Alors si on a bien écouté le Premier ministre lors de cette déclaration de politique générale, il a dressé un tableau assez sombre en tout cas au plan économique justement de ce régime qui a chuté et qu'ils ont remplacé. Et aujourd'hui, par exemple, on parle de l'agriculture. Vous, en tant qu'économiste, quel autre domaine voyez-vous qui puisse justement apporter quelque chose ? En fait, il se trouve qu'au moment où en fait, on est, en fait, moi je pense que dans tous les secteurs du Sénégal, en fait, dans tous les secteurs, je pense qu'on a des opportunités d'investissement rentables. Si on peut prendre l'exemple des BTP avec une demande de plus en plus importante, construction de logements par les ménages, en fait, d'infrastructures par l'État, etc. Donc je pense que tous ces secteurs-là, en fait, regorgent de possibilités d'investissement rentable. On peut prendre aussi le tourisme. Notamment, je pense, si on améliore, et je pense que ça a été déjà entrepris, il faut le dire aussi, peut-être que ce n'est pas encore à terme, mais je pense que si on joue sur le côté formation, en fait, amélioration de l'information, parce qu'on a d'énormes potentialités touristiques. Je peux parler de tourisme, en fait, pêche sportive, etc., balnéaire. Je pense qu'on a vraiment beaucoup d'atouts à mettre sur la table pour vraiment inciter à la fois les investisseurs nationaux que les investisseurs étrangers à venir s'investir chez nous dans le domaine du tourisme, par exemple. Alors, Abdoul Mbaye a adressé donc le contenu de son programme, son projet de développement. Vous, en tant qu'expert, quelles recommandations est-ce que ce soir vous pouvez lui donner à son équipe ? Bon, moi, je pense que, par modestie, je ne peux pas, mais je sais qu'en fait, j'espère qu'il est bien entouré, j'imagine, donc il y a des gens qui le conseillent, mais je pense que, moi, ce que je suis, en fait, là, je parle comme un Sénégalais lambda, ce qu'on attend vraiment, c'est qu'on mette en œuvre concrètement ces mesures-là. Voilà, ça, c'est le Sénégalais. Après, le spécialiste, qu'est-ce qu'il dit au Premier ministre et à son équipe ? Quelles sont les priorités et par quel bout prendre la chose ?
Bon, en fait, si on voit déjà par rapport aux recommandations des principaux bailleurs, moi j'ai lu en fait les perspectives de l'économie, ce que suggérait en fait les FMI. Bon, je pense qu'on est sur cet angle-là. Moi, je pense qu'on est sur la même ligne que ce que veulent les bailleurs. Donc, faire en sorte que notre économie devienne compétitive. Et puis voilà. Donc, dans ce cadre-là, bon, en tant qu'économie, je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut attendre de voir les choses, comment les choses vont évoluer, parce qu'en fait, nos économies reposent beaucoup sur la situation économique au niveau international. Ouais. Donc, dans ce cadre-là aussi, on peut vraiment avoir de bonnes intentions, mettre en œuvre des mesures concrètes, mais il faut aussi qu'on prie entre guillemets pour que aussi nos partenaires soient en bonne situation, en bonne santé financière. Vous êtes en train de dire que de toute façon, on ne peut pas à l'heure actuelle balayer l'assistanat, nous y sommes contraints? Si, je pense, oui, parce qu'en fait, si on met en place... Oui, nous y sommes contraints. Pour le moment, oui. On n'a pas tellement trop de choix. Ça, c'est évident. Je pense qu'on est obligé, en fait, de coopérer avec certains bailleurs. On n'a pas de choix. Maintenant, comme il avait dit dans son discours, en fait, ce que j'ai lu, moi, je pense qu'aussi, il faut voir la nature, en fait, des prêts que l'on engage. Moi, je pense que ça aussi, c'est très, très important. Seydi Ababacar Dieng, économiste. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Bonsoir.